Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était aussi pauvre que l'Afrique, si pas plus pauvre. Mais très peu après, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, la Chine est un pays très puissant, un pays qui s'impose, un pays qui accorde de l'aide et de l'aide à beaucoup de pays africains. C'est quoi la différence? Question mark. L'idéologie, la mentalité, l'adoption de la structure chinoise. Les Africains ont continué à vivre dans un colonialisme inouï, continuel, dans leur langage, dans leurs applications, où il fallait être plus proche du blanc dans son langage. On était considéré intelligent quand on parlait un peu comme le blanc. Pendant que les Chinois, eux, étaient concentrés sur comment développer un maximum d'ingénieurs, un maximum de penseurs et un maximum de scientifiques. Les Chinois sont patriotes, très patriotes. Ils sont généralement tous formés, si pas aux armes, au moins sur le plan idéologique. Le Burkina Faso prend une route très intéressante. Avec le président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, on parle du camp de vacances Faso Mebo, un camp pour objectif de développer l'esprit du Burkinabé depuis le bas âge. Vous savez, dans le sport, quand vous prenez un sportif qui a commencé à 17 ans, comparé à celui qui a commencé très tôt, autour de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas match. Voilà pourquoi il y a des écoles de sport, des écoles qui développent les enfants depuis qu'ils sont encore tout petits, dans l'objectif de les vendre à l'adolescence. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a compris qu'inculquer, qu'on soit les valeurs, les techniques, les croyances, les applications, le travail chez un enfant de son bas âge, c'est la façon la plus efficiente d'avoir une personnalité très développée. Apparemment, le président burkinabé l'a compris. Camp de vacances Faso Mebo, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il s'agit ici des enfants qui sont recrutés, qui sont appelés, des enfants qui viennent pour apprendre un sens de patriotisme profond pour le Burkina. Généralement, vous envoyez vos enfants en vacances pour aller à la piscine, à la plage, en voyage, en Turquie et tout le bazar. Au Burkina Faso, les choses ont changé. Camp de vacances Faso Mebo est un camp de vacances jeunesse pionnier lancé au Burkina Faso dans le cadre d'une initiative présidentielle sous la direction du président Ibrahim Traoré. La première édition s'est déroulée du 12 août au 21 août 2025 au lycée Marien Ngouabi à Ouagadougou. Il y a un lycée Marien Ngouabi à Ouagadougou pour les Congolais. Quand on parle des Congolais, évidemment, on parle de Brazzaville. Très intéressant, n'est-ce pas? Reconnaître une personnalité africaine comme Marien Ngouabi. Le camp a accueilli 410 enfants, âgés de 10 à 15 ans. 410 enfants, c'est beaucoup de personnes. Les enfants sont partis dans le camp pour y être inculqués les valeurs patriotiques, des responsabilités civiques et de discipline. Camarades campeurs, bonjour. Je suis très ému ce matin de vous voir et de comprendre qu'en 10 jours, vous avez appris beaucoup de valeurs civiques, patriotiques et militaires. Félicitations à vous. Je suis très content que vous ayez pu prendre 10 jours de vos vacances, d'apprendre quelque chose de pratique et aussi des valeurs. C'est très important pour nous et je peux vous dire que vous êtes la première promotion d'une petite partie d'un large programme qui doit bientôt intéresser tout notre système éducatif. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons commencer ce programme. Valeurs patriotiques, responsabilité civique et discipline. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. La plupart d'Africains sont très impolis. Il faut vous dire la vérité. Très impolis, insolents, irrespectueux. Mal placés dans la langue. Au fait, à partir du moment où vous avez un désagrément sur un sujet, il commence à insulter. Hey, ta mère, les entrejambes, c'est ça. C'est choquant. Vous verrez une photo de lui tiré à 4 épingles sur Twitter. Mais à partir du moment où il est frustré par une réponse avec laquelle il n'est pas d'accord, il sort les grands armes. Et ces insultes sont aussi vulgaires que vous ne pouvez jamais vous imaginer. C'est incroyable. Donc, au lieu de se battre avec le raisonnement, la réflexion, c'est les insultes. Et laissez-moi vous dire une chose. Les pays où on insulte, généralement, ce sont des pays des faibles. Ce sont les faibles qui insultent. Les faibles insultent. Pourquoi on insulte? On insulte quand on est en incapacité de faire autre chose. Vous comprenez? On se juge incapable de faire autre chose. Pour faire du mal à la personne devant soi, ou au moins pour répliquer, ou au moins pour le faire changer d'avis, on l'insulte. Insulter, c'est plus facile que faire usage des cellules cérébrales. Un homme fort n'insulte pas. Vous ne verrez jamais un homme fort insulter. Pourquoi? L'homme fort n'insulte pas parce qu'il peut te faire changer de direction avec la force qu'il possède, que ce soit intellectuelle, physique ou dans l'armement. Vous verrez les nations, les gens insultent, ce sont des faiblards. Avez-vous déjà vu les États-Unis insulter un pays? Espèce de jamais ils vont bombarder, boum, fini. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la capacité. Les gens qui insultent sont des faibles mentales, surtout faibles physiques. Puis généralement, les gens qui insultent, même sur Internet, quand vous les voyez face à face comme ça, ils sont incapables de vous parler. Il y a combien de gens qui m'ont insulté? Les Camerounais m'ont insulté ici sur Internet, mais quand j'ai vu les Camerounais ici, ils faisaient ça. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. C'est comme ça. On t'insulte de loin, mais quand on te voit, on est incapable de faire face. C'est ça la faiblesse. C'est pas limité aux Camerounais, aussi les autres ici de l'autre pays. C'est aussi la même chose. Ils t'insultent, mais quand on te voit comme ça,
Au fait, c'est ça. Et au Burkina Faso, on veut inculquer cette mentalité qui manque à ces autres pays. Il faut vous dire des vérités. Okay? L'impolitesse nationale, c'est une question d'éducation, soit l'éducation informée ou ratée. Et on pourrait comprendre que dans certains, vous regardez l'histoire, vous comprenez pourquoi l'éducation nationale est ratée, vous vous demandez, ces gens ont été pendus ou quoi? Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme adulte à cet âge peut proférer des choses aussi absurdes comme ça, qui ne représentent pas son visage? C'est ça. C'est le mal, c'est la misère, c'est la peine, c'est la galère, associée à un manque de contrôle, un manque d'examen, c'est ça. Alors, au Burkina Faso, on veut former l'enfant, lui inculquer les valeurs patriotiques, des responsabilités civiques, c'est-à-dire pas d'impolitesse. Les gens sont mal éduqués dans beaucoup de pays, surtout en Afrique centrale. Mal éduqués, impolis, mais faiblards. Devant les vrais défis, ils fuient. Ils fuient toujours devant les défis. Mais quand c'est en ligne, il faut insulter. Là, ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Et le Burkina Faso ne veut pas d'hommes faibles. Et pour ne pas avoir d'hommes faibles, il faut leur apprendre des valeurs civiques, des valeurs patriotiques. L'objectif est simple. Le camp est conçu pour s'aimer la graine de patriotisme et du civisme, l'amour de la patrie et l'amour de l'humain. L'amour de soi, la propriété mentale, la salubrité émotionnelle. La faim, la misère associée à l'absence du parentage crée cette imbécilité-là. Vous voyez, les gens sont impolis. Vous ne comprenez pas. C'est une maladie mentale. C'est un mal intérieur. J'ai expérimenté moi-même les Burkinabés. Ce sont des gens innocents. Je suis désolé, hein. Quand je dis innocent, peut-être vous comprenez pas. Innocent veut dire par rapport à la saleté mentale que vous pouvez avoir auprès de beaucoup d'Africains. Ils sont innocents. C'est mon frère, comment ça va? Ils sont innocents. La gentillesse de plusieurs autres sont hypocrites, malicieux, sournois. C'est la sournoiserie. L'objectif, c'est d'approcher, de comprendre quel genre de personne tu es, qu'est-ce que tu as derrière toi vraiment, qu'est-ce que tu possèdes. L'objectif, c'est bien te comprendre pour bien te détruire. L'objectif de beaucoup d'Africains, les Africains sont très différents. Hein. Écoutez, c'est une réalité, qu'on ne vous trompe pas. Le comportement est différent. On peut pas dire, c'est pas toute une généralité, mais le comportement, quand on parle de stéréotypé, c'est stéréotypé. Stéréotypé veut dire quoi? C'est-à-dire 90%, 90%, vous êtes comme ça. C'est seulement 10% ou 5% vous n'êtes pas. C'est stéréotype. Non, on stéréotype parce que 90% d'entre vous est impoli, sournois, méchant, jaloux. Les Africains sont méchants. Non, c'est dans votre pays, vous êtes méchant, vous êtes jaloux, vous êtes mauvais, vous ne vous aimez pas. Faut pas généraliser les gens. Il faut voyager en Afrique pour pouvoir comprendre. Vous pensez que l'Afrique, c'est quoi? C'est votre backyard. Non. Il y a des endroits en Afrique de l'Est où on n'insulte pas. Quand tu insultes, on te regarde, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où? Qui l'a vomi? Vous comprenez? Au Burkina Faso, on n'en veut pas. On ne veut pas une jeunesse faible qui n'a que force sur Internet et Twitter. Eh non, notre politique, vous ne comprenez pas la politique, c'est ça. L'imbécilité. Quelle politique? Vous êtes esclave. Vous parlez de politique, d'accord? Vous êtes esclave, pas des salaires, pas d'argent, pas d'hôpitaux adéquats, pas de routes, incapable de quitter l'ouest à l'est en voiture. Vous parlez de politique. Il faut faire l'armée, il faut résister, il faut être fort. On peut pas parler d'intelligentsia sans force physique, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de politique sans force derrière. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la justice dépend de la force de la personne, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice. La justice n'existe pas. La justice se donne à celui qui a la force. Il faut d'abord être formé mentalement et physiquement, aller faire la guerre, aller résister à l'oppression. Regardez les gens qui insultent, ils ont souvent des dictateurs. Les pays où les gens insultent, ils ont des dictateurs, 42 ans de pouvoir, comme au Cameroun, les autres là aussi. C'est comme ça, c'est ça. Faiblard, incapable, fouet, il fouille. Mais pioco, tu vois, derrière toi, tiens comme ça. Mais ce n'est pas conti. Bravo Burkina Faso, un travail énorme et colossal. Les enfants reçoivent des notions de base comme de mouvements militaires exemplaires, ok? Mais mouvements militaires élémentaires tels que garde-vous, salut militaire, ainsi que des valeurs civiques telles que la discipline, l'ordre, le respect et les symboles de l'État. Discipline, ordre, respect, symboles de l'État. Vous formez des gens qui sont presque militaires, déjà de bas âge. Quand il sera grand, il sera quoi? Ce ne sera pas ton ami là sur Internet en train d'insulter autant. D'ailleurs, Eto, il a plus d'argent que lui. D'ailleurs, Fali, il chante mieux que ça. C'est ça, des adultes imbéciles qu'on a. C'est ça. Et quand vous leur dites des vérités, c'est vous qu'on trouve fous. Ne comprenons pas que c'est le monde à l'envers. Compétences pratiques. Les participants prennent part à des activités concrètes. Ok, par exemple, pavanage et embellissement urbain, fabrication et pose des pavés. Il y a aussi des projets environnementaux, plantation d'arbres dans les bosquets de camps et construction de bancs en béton. Construction des bancs en béton, plantation. Il faut former les enfants dès le bas âge. Prenez vos enfants là, vous emmenez à l'école, l'école privée. L'enfant bourrique, impoli, sans structure. Vous savez, l'enfant devient quelqu'un dépendamment de l'ordre qu'il reçoit. Ok? Vous établissez une structure d'indépendance mentale à l'enfant, il devient quelqu'un de fort et indépendant. Vous voyez l'enfant à 16 ans, il devient quelqu'un. Il est libre. Une représentation. Regardez, vous voyez mes enfants, vous serez choqués. Représentation des actes ça. Fort, fort, inébranlable, imbougeable, très fort. Le petit à 9 ans avait déjà lu 100 livres. Vous entendez? C'est ça. C'est ce qu'on fait dans la vie. Il faut être fort.
C'est dans cette structure qu'on bouge les gens. Quand on vous dit un pays doit avoir des militaires, c'est-à-dire il faut former les gens, il faut l'armée impératif pour donner une structure mentale, une force, une discipline. Les gens pensent que c'est la bêtise. On peut commencer très jeune, comme au Burkina Faso. Envoyer les enfants dans des vacances organisées, camps des vacances, Faso Mebo. Quand vous envoyez les enfants faire des retraites de prières, jeunes de prières pour aller au paradis, envoyez aussi les enfants en retraite pour le civisme, l'éducation civique, pour le patriotisme. Envoyez les enfants, organisez les choses telles que ça, enseignez l'histoire, parlez de votre vie, parlez de votre indépendance. Un projet de loi crée la controverse au Sénégal. C'est chaud, c'est moulant, c'est estatique. Incroyable. Le Sénégal s'apprête à débattre à l'Assemblée nationale le 18 août 2025 un nouveau projet de loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, c'est une loi qui existe déjà, mais il y a un amendement, il y a autre chose qu'on rajoute. C'est une loi qui impose à ceux qui ont des positions fortes en société de pouvoir déclarer leurs biens avant d'assumer leurs. Pourquoi on le fait? Évidemment, en Afrique, vous savez, la politique est un moyen d'enrichissement, pour beaucoup de personnes en tout cas. Et nombreux Africains aujourd'hui ne veulent plus faire l'ingénierie ou les commerces. En effet, ils veulent tous devenir politiciens dans l'espoir de pouvoir s'enrichir un jour. Et au Sénégal, on ne veut pas de ça du tout. Le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine a été introduit par le ministre de Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, lors du Conseil des ministres en juillet 2025. Alors, quels sont les objectifs concrets de ce projet de loi? Numéro 1. Élargir le nombre de responsables publics tenus à déclarer leurs biens afin de renforcer la transparence et lutter contre la corruption. Donc, avant d'entrer en office, il faut déclarer ce que tu as déjà. Et à la sortie, on va vérifier pour essayer de s'assurer que c'est représentatif de ce que tu as déclaré. Pour évidemment éviter ce que vous voyez généralement dans les républiques bananières, une personne qui, du jour au lendemain, entre en politique et a des immeubles. Pas au Sénégal. Numéro 2. Abaisser le seuil financier à partir duquel la déclaration est obligatoire. Avant, par exemple, les gestionnaires de plus de 1 milliard de francs CFA ou encore ceux qui avaient 1 500 000 $ devraient déclarer ce qu'ils avaient. Cela a été rabaissé à 500 millions de francs CFA ou encore 750 000 $. Bon, la loi est simple. C'est une loi simple. Évidemment, il faut l'examiner, mais c'est une loi simple qui essaie d'attraper tous ceux qui sont des voleurs pour éviter de saigner la nation. Ceux qui doivent déclarer leurs biens sont le procureur de la République, les juges d'instruction, les élus locaux. Les élus locaux sont comme les maires, les conseillers principaux, les conseillers de département, toutes ces personnes-là qui sont chargées des histoires locales comme la route, les marchés, les écoles, la santé, l'hygiène, la culture. Toutes ces personnes doivent déclarer. Il y a aussi les inspecteurs de finances et les dirigeants d'entreprise tels que le PDG. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Excellente soirée à tous. Un PDG doit déclarer son argent, en tout cas, c'est bien. En entrant et en sortant, il faut déclarer pour qu'on sache que monsieur, tu n'as pas volé. C'est une loi qui est claire, n'est-ce pas? Alors, quels biens sont recensés et comment c'est fait? Les personnes concernées doivent inventorier tous leurs biens. Il faut inventorier. Quels biens? Les biens immobiliers, comme maisons, terrains, les comptes bancaires, les avoirs financiers, il faut déclarer tout ça. Les actions et parts dans les entreprises, c'est où que tu as placé l'argent? Les véhicules, les bijoux, les œuvres d'art. Évidemment, les œuvres d'art, c'est une façon de blanchir l'argent le plus facile parce que vous pouvez placer n'importe quel prix sur l'œuvre. Vous savez, il y a des œuvres d'art à 20 millions de $, un truc bizarre là comme ça. Blanchiment d'argent. Et dette éventuelle, il faut tout déclarer, tout inventorier. Et à la fin de votre parcours, évidemment, il y aura contrôle et vérification. Qu'est-ce qui va se passer? L'autorité va vérifier la cohérence des informations et peut demander des justificatifs et s'assurer qu'il n'y a pas de fausses déclarations. Donc, tout ce que vous faites là va être examiné, voire comparé et tout le bazar. Bon, la controverse est où? Pourquoi les gens rejettent cette loi? Okay? La loi est rejetée par PASTEF. Okay? Il faut comprendre. La loi apparemment est une bonne loi pour que chaque personne, chaque personnalité qui a de l'argent, qui assume certaines responsabilités au gouvernement, se justifie de son argent. Mais pourquoi on pousse contre cette loi? Ce projet de loi renvoie une exemption pour le président de la République. C'est-à-dire toutes ces personnages sont obligés de faire des audits de ce qu'ils possèdent au début et à la fin, sauf le président de la République. C'est-à-dire, le président de la République ne sera plus tenu à déclarer ses biens à la fin de son mandat. Une obligation qui existait déjà depuis le passé. Alors, pourquoi on change ça? Pourquoi le président peut venir faire ce qu'il a envie de faire et puis repartir sans vérification? Pourquoi c'est acceptable? La loi est critiquée par la partie d'opposition PASTEF. PASTEF est le parti politique d'Ousmane Sonko. PASTEF aussi le parti politique qui soutient le président Diomaye Faye. Pourquoi PASTEF voudrait qu'on ait une loi qui implique aussi le président de la République si le président est de leur côté? Généralement en Afrique,
Vous voudriez, vous, avoir votre président exempté des recherches, exempté de fouillage et tout le bazar, n'est-ce pas? Pastef dénonce cette exemption qu'il considère comme une atteinte aux droits constitutionnels, estime que tous les responsables publics, y compris le président de la République, doivent rendre des comptes, surtout en fin de mandat. Il y a aussi Doudou Wade qui a critiqué également le projet, le juge insignifiant tant qu'il ne contraint pas le président sortant à déclarer les biens aussi. Alors maintenant, ce projet de loi n'est pas nouveau, c'est basé sur une loi existante déjà. En 2014, la loi avait été adoptée et imposée sur les déclarations de patrimoine. Mais cette loi, à l'époque, il y avait le président de la République qui était impliqué. La loi concernait tout le monde. Okay, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et certains ministres et hauts fonctionnaires. Et à l'époque, il s'agissait de 1 milliard de francs CFA ou 1 500 000 $. Si tu as ça, il faut qu'on fasse des inventaires, qu'on fasse des recherches, qu'on fasse des études. La loi, évidemment, visait à lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics. Maintenant, on veut la changer de 1 500 000 $ à 750 000 $. Ok, et puis, on rajoute d'autres personnes, des PDG, des représentants par-ci, par-là, des représentants locaux, mais on enlève le président de la République. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on joue là? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si la transparence de la gestion publique est cruciale pour prévenir la corruption, pourquoi on veut enlever le président de la liste de ceux qui doivent rendre des comptes? Alors, beaucoup de personnes ont des opinions. Le projet de loi a été proposé par le ministre du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Qui est cette personne? C'est un membre de l'APR. Et l'APR est le parti politique de Macky Sall, l'ex-président de la République. Alors les gens pensent que cette loi aurait pour objectif de protéger l'ancien président Macky Sall. C'est-à-dire l'exclusion du président à la déclaration finale évite d'exposer Macky Sall. Également l'APR a un contrôle d'évolution de son patrimoine après 12 ans de pouvoir. Cela évidemment empêcherait des futures poursuites ou des accusations d'enrichissement illicite. Donc, monsieur aurait changé, d'après les détracteurs, aurait changé cette loi. On va rajouter d'autres personnes qui doivent rendre des comptes, mais on exclut le président. Naturellement, quand le président est là, même si vous ne faites pas partie du même parti politique, tu dirais, bah, c'est une très bonne loi, puisque bon, écoute, désormais, si j'ai envie de tirer un truc là, je pourrais le faire facilement, parce qu'en fin de compte, on ne me demandera pas des comptes, n'est-ce pas? Mais là, quelqu'un a intelligemment repéré, disant, non, je ne pense pas que ce soit adéquat. On veut aussi être contrôlé, même si le président a été soutenu par Pastef. Pastef s'y oppose. C'est-à-dire, il faut vous rappeler ici qu'au moment opportun, quand Ousmane Sonko devrait postuler comme président de la République, il était exclu pour des raisons juridiques. Pastef aussi. Dans ce cas, il fallait trouver quelqu'un d'autre. On a trouvé qui? Monsieur Faye, pour faire la représentation. Mais Monsieur Faye a été soutenu par Pastef. Il est passé en tant qu'indépendant, pas en tant que Pastef. Donc le ministre du Budget, proche de Macky Sall, pourrait chercher à protéger l'héritage politique de son camp. Alors ces personnes qui sont tout à fait contre cette loi pensent aussi qu'il y a des choses abusives qui ont été faites par le gouvernement de Macky Sall, y compris l'usage abusif de fonds de Covid-19. 5 anciens ministres ont été accusés de détournement de fonds. Le procès sont en attente. Du rapport de la Cour des comptes relative à la gestion force Covid-19, l'exploitation de ces rapports a révélé l'implication dans la gestion du fonds Covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions de prévarication des deniers publics. Donc les ministres ont été accusés. Vous savez, en Afrique à l'époque, quand Covid a commencé, beaucoup de gens se sont enrichis. Ah oui, il fallait accepter l'argent venant de l'étranger pour réaliser, enfin, il fallait reconnaître qu'il y avait Covid sur place et vous recevez de l'argent. Reconnaissez que votre pays a Covid, vous recevez de l'argent. C'était comme ça. Donc il y a eu détournement et usage abusif des fonds de Covid dont beaucoup de personnes doivent répondre en justice. On accuse aussi Macky Sall et son groupe de cacher environ 6 milliards d'euros de dettes cachées dont ils ont accumulé lors des registres officiels selon les audits réalisés en 2024. Donc un projet de loi qui a pour objectif de transparence, remettre tout le monde en question, y compris le président de la République. Aujourd'hui, on veut un amendement qui apparemment a pour objectif de remettre en question beaucoup plus de personnes, mais en excluant le président lui-même. Aurait pour certaines personnes pour objectif, en réalité, de protéger le gouvernement de Macky Sall et aussi l'APR. Est-ce une réalité ou pas? Faites-moi savoir. Je voudrais savoir, venant de mes amis sénégalais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Déposez votre commentaire, toujours dans le respect. On peut ne pas être d'accord, mais du moment qu'on se respecte, c'est la chose la plus importante. Voilà le Kenya. Okay. C'est un beau pays, c'est très intéressant. Je vous encourage de visiter le Kenya. Très intéressant comme endroit. Si vous voulez comprendre l'Afrique, je pense qu'il est crucial d'expérimenter les pays anglophones aussi. C'est très important. Rester dans un pays francophone toute sa vie et croire connaître la vie, c'est comme quelqu'un qui est resté dans sa petite chambre toute sa vie et s'est dit, je connais la vie, je connais la maison. Non, tu ne connais pas, tu es resté dans la chambre. Il n'y a rien à voir ici. Le 21 août 2025, les autorités kenyanes ont découvert 5 corps. 5 corps dans des tombes peu profondes dans un village près de Malindi. Voilà Malindi. Malindi, c'est un endroit très intéressant, super touristique.
merveilleux. Je sais que vous aimez les Bahamas, sans comprendre que en Afrique même, il y a des endroits incroyables. Pour ceux-là qui sont de Haïti, les Caraïbes et tout le bazar, il y a des endroits très sympathiques à visiter en Afrique, au-delà du continent, juste aux extrêmes. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? On a réalisé qu'il y avait des gens qui manquaient dans le quartier, comme il y a des gens qui étaient absents dans le quartier. Il fallait investiguer pour comprendre où ils étaient. Après avoir investigué, on a trouvé que ce sont des gens qui se réunissaient tous quelque part. Alors c'est quelque part, c'est où? On a indiqué, c'est un endroit un peu hors de la zone périmètre de tout le monde. Parti là-bas, on a remarqué qu'il y avait une odeur pestilentielle. C'était incroyable, invivable, insupportable. Alors, l'équipe active est arrivée pour faire des recherches, des investigations. On a remarqué qu'il y avait enterrement de quelque chose en tout cas. Après avoir essayé de révéler ce qui se passait au-dessous, on a vu qu'il y avait des corps. Des corps en train de pétrir, de pourrir carrément. Et ce sont des gens, suite à une investigation, on a remarqué que ces personnes étaient décédées de famine et de suffocation. Donc ils n'ont pas mangé. En d'autres termes, ils étaient en train de jeûner. Jeûne et prière. Ils ont jeûné et prié, comme l'a recommandé le leader, jusqu'à en mourir. Ainsi, au début de cet exercice, nous avions 27 tombes suspectes. Aujourd'hui, nous avons réussi à en exhumer 6. Parmi les 6 tombes, nous avons trouvé 5 corps et également dans cette zone, nous avons découvert 10 parties de corps différentes éparpillées à différents endroits à la surface. On parle ici d'une trentaine de personnes. Choquant, bouleversant comme situation, encore plus choquant puisque c'est pas la première fois au Kenya. Ça s'est déjà passé dans le passé avec un monsieur qui s'appelle Mackenzie, je crois, Paul Mackenzie, ce monsieur-là. Avec Paul Mackenzie en 2023. Le drame, évidemment, rappelle les massacres de la forêt de Shakorola en 2023, où plus de 429 corps avaient été exhumés en lien avec le gourou Paul Mackenzie et son organisation Good News International Church. Un an s'est écoulé et nous n'avons toujours identifié que 33 corps. Il reste plus de 390 corps à identifier formellement. À ce rythme, nous serons encore là dans 10 ans à essayer d'identifier ces plus de 390 corps. Je pense que le gouvernement doit engager délibérément des ressources pour ce processus afin que nous puissions, apporter une forme de clôture aux familles. Les Africains aiment trop les croyances. Dites à un Africain, la raison pour laquelle tu n'as pas le boulot, c'est parce que tu n'as pas les qualifications. Ah, non, pas du tout, tu ne comprends pas. Moi, j'ai prié, tout ça, machin. D'ailleurs, dites à l'Africain, la raison pour laquelle tu n'as pas le boulot, c'est parce que ta tante au village est toujours en colère vis-à-vis de ta mère. Par rapport à une histoire qui s'est passée à cela, 39 ans. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai vue récemment. Elle m'a même pas bien salué. C'est elle. C'est ça. Les gens veulent croire en n'importe quoi. Les gens croient en n'importe quoi. Et monsieur Mackenzie, c'était qui? Mackenzie, c'était un chauffeur. C'était un taximan. Un taximan levé du jour au lendemain. Il est devenu pasteur, catapulté au haut de l'église. Envoyé des dieux, homme des dieux. Voilà. Les bêtises des hommes des dieux. Tout le monde est homme des dieux. On ne vous demande pas, homme des dieux. Vous respectez les pasteurs puisque vous respectez vos parents. Et moi, j'ai jamais vu des bêtises. Il y a une lobotomisation incroyable, frénétique, effrénée. Profond. Un monsieur qui vous dit chassez votre mère parce qu'elle ne respecte moi et ma maison, nous suivons l'Éternel. C'est ça le verset qu'on vous donne pour chasser vos parents de la maison. Chasse tes parents, ta maman ne va pas à l'église. Moi et mes parents. Moi, une personne pareille ne peut pas t'aimer, ce n'est pas possible. Je ne peux jamais faire de business avec une telle personne, jamais de la vie, moi. Je n'en veux même pas à mes côtés. C'est un faux, c'est un fake. Comment tu peux prétendre m'aimer en amitié, moi, m'apprécier, j'aime ce que tu fais. Si tu fais ça à ta mère, tu n'es pas un humain, hein? L'amour vrai, c'est d'abord chez vous, dans votre famille. L'amour vrai, la spiritualité, la réelle, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spiritualité. Moi, j'ai vu des gens ici quelque part. Des gens qui ont abandonné leur frère à l'hôpital. Ils ont abandonné leur frère en train de pourrir à l'hôpital, dans un pays étranger, prétextant que notre frère ne vient pas à l'église. Et c'est des gens comme ça que vous dites qui iront au paradis. C'est eux qui ont le monopole du paradis. C'est eux les porte-parole de Dieu, les avocats de Dieu. Et quand tu poses la question, pourquoi est-ce que Dieu ne pardonne pas Satan comme ça, cette histoire va s'arrêter une bonne fois pour toutes, il s'effache. Satan n'a jamais demandé pardon. Toi, j'étais là. Tu étais là. Est-ce que Dieu a besoin que Satan lui demande pardon pour qu'il pardonne? Bon, on vous dit, il faut pardonner ceux qui nous offensent, n'est-ce pas? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, n'est-ce pas? On dit pas, il faut pas, on n'a jamais dit attendez qu'on vous demande pardon. On a dit pardonnez. Pourquoi Dieu pardonne pas Satan? Comme ça, l'affaire va finir. Ça vous embrouille, vous n'aimez plus la conversation, ça commence à déranger. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à activer des neurones dans les cerveaux. La plupart des religions ne veulent pas que vous activiez vos neurones. Et vous vous sentez touché, c'est parce que c'est la vérité. Ce n'est pas votre religion, mais la plupart ne veulent pas que vous activiez la plupart. Ne vous sentez pas pour toucher. La plupart, on ne veut pas que vous... Ce n'est peut-être pas la religion, ce sont les gens qui appliquent cette religion dans ce cas. Je sais que ça vous aimez entendre ça. Ça, c'est mieux.
Ce n'est peut-être pas la religion, c'est les gens qui appliquent cette religion. Dans ce cas, il faut appliquer les neurones. Ça n'a aucun sens. 429 corps étaient retrouvés avec M. Mackenzie, un taximètre devenu homme de Dieu. Vous remarquerez que les pays qui ont des croyances comme ça, ce sont des pays pauvres. Les choses ne marchent jamais. Il y a la guerre comme la RDC. La guerre, ce sont parmi les gens qui prient. Il y a eux, les Nigériens. Il y a des guerres, des trucs bizarres. 32 églises par route. Mais où est Dieu? Mais Dieu, il est où? Le Dieu que vous priez, il est pas là. Dieu est absent. Dieu est là-bas. Dieu, il est pointé là-bas quelque part à côté de l'Ouganda en train de regarder maintenant comme ça dedans. Il n'est plus en RDC. Dieu n'est plus en RDC. Il est en Ouganda en train de regarder comme ça. Quand quelqu'un souffre vraiment, il dit, Gabriel, regarde le petit là, je vois il a beaucoup pleuré, va un peu résoudre son histoire. Alors là, Gabriel va résoudre ton histoire. Ensuite, mais Dieu lui-même n'est plus là, il a quitté. Ce n'est pas normal. Là où Dieu est, il y a la prospérité. Là où Dieu est, il y a l'abondance. Là où Dieu existe, il y a le développement. Il faut arrêter les bêtises. Oh, le paradis. Quel paradis? Le paradis, c'est ici, petit. Le paradis, ça commence d'abord ici. Faut pas vous laisser mentir. Oh, il faut partir. Non, il faut d'abord vivre le paradis ici. De manière logique et bien. Pas dans le vol, pas dans la manipulation, pas parce que je connais. Non, avec tes compétences, tu vis le paradis. Pourquoi il faut te lier à un membre de gouvernement pour vivre une vie bien? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il faut être lié, il faut être en collaboration, il faut être la famille d'un monsieur influent dans le gouvernement pour vivre une vie moins adéquate? Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas là. Ça n'a aucun sens que les gens meurent de lundi à dimanche, mardi, mercredi. Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui est absent. Il n'est pas là. C'est le chaos parce que Dieu n'est pas là. Quelqu'un a fait quelque chose. Okay? Il y a eu une malédiction dessus du pays, de l'entièreté. C'est la mort de Lumumba qui attire cette maladie. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut s'agenouiller. La nation doit prendre un jour. Comme vous gênez là, vous vous agenouillez, vous tous, journée morte. Tout le monde s'agenouille pour demander pardon à Dieu pour avoir vendu Lumumba. C'était son serviteur. Ce n'est pas normal. Or, diamant, calcium, vous avez le calcium, lithium, tout. Mais c'est la mort des dictateurs, le tribalisme, tous ces masqués. En fait, ce sont les gens qui font semblant. Il y a les Congolais dans leur pays et les Nigériens. Ça n'a aucun sens. Prenons l'exemple du Rwanda. Je sais que quand on dit Rwanda, ça vous donne la haine, mais vous priez. Quand on dit Rwanda, ça vous donne la haine. C'est quoi cette rwandophobie? Tous les Rwandais vous ont fait du mal. Au Rwanda, il y avait plusieurs églises. Plus de 5000 églises ont été fermées. Pourquoi? Parce que le leadership du Rwanda a compris que la plupart de ces gens sont endormis dans l'église. Il faut être debout. Vous savez, à partir du moment où vous commencez à vivre dans un contexte où Dieu trouvera une solution, on fera ça selon le besoin de Dieu, selon la volonté de Dieu. Vous devenez inapte de tout. Vous êtes incapable. Donc, c'est-à-dire, vous dépouillez, vous démissionnez de vos responsabilités. Un être humain, un homme, ne peut pas dire, bon, comme on est en train d'attaquer ma femme, je laisse parce que c'est Dieu qui veut qu'on attaque ma femme. Puisque on est en train de toucher les fesses de ma mère devant moi, je laisse, puisque c'est la volonté de Dieu. Puisqu'on veut toucher les seins de ma mère par un membre du gouvernement, je ne ferai absolument rien parce que la Bible ou machin histoire, votre livre là dit que toute autorité vient de Dieu. C'est ça la bêtise, lobotomisation. Les gens sont slow. Il y a des gens qui utilisent la religion pour devenir fort. Moi, je comprends pas une religion qui affaiblit même la masculinité. C'est incroyable. Au Rwanda, on a fermé ça parce qu'on a compris, il faut que les gens soient actifs. Il y a trop d'imbécilité, d'abrutissement. En réalité, dans beaucoup d'endroits, vous verrez, quand il y a des églises dans l'avenue, il y a 35 églises. Celui-ci met ses speakers comme ça, l'autre tourne ses baffles de l'autre côté. Ça fait du bruit dans le quartier. Si vous posez la question, mais pourquoi les gens essaient de dormir, il est 2 heures du matin, qu'est-ce qu'on dit? Tu es un envoyé des dieux. Oh, ce n'est pas toi, mais ce sont les esprits qui sont en toi qui sont dérangés par le fait qu'on est en train de prier. Non, c'est pas le fait que tu es fatigué, tu as une longue journée, tu es parti chercher de l'argent pour assumer tes responsabilités de parent. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'un esprit en toi n'aime pas le fait qu'on est en train de crier à 3 heures du matin avec des baffes. C'est quelle mentalité? Même le Dieu, c'est un Dieu désordonné, c'est un Dieu, c'est un fou, ce Dieu-là. Vous voyez le Dieu là que vous priez là, c'est un fou. Parce qu'un vrai Dieu ne peut pas accepter les bêtises. C'est un Dieu ordonné. Le vrai Dieu, c'est un Dieu ordonné. Il comprend qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il faut pas être malade comme ça. Au fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont comme ça, l'Africain dans sa généralité dans le temps, avant de faire quoi que ce soit, il fallait consulter le marabout ou le féticheur, avant d'aller au marché, avant d'aller à la pêche, à la chasse, avant d'aller au champ. Il fallait voir le marabout pour avoir sa bénédiction. Avant d'épouser, il fallait voir le marabout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les marabouts n'existent plus, vous n'en voyez plus. Où sont les marabouts? Ils sont tous devenus
des hommes des dieux. Tous les marabouts sont devenus des hommes des dieux. L'Africain n'a pas changé ses activités où il partait consulter. Il a besoin de consulter donc il a besoin de consulter son pasteur pour épouser une femme. Le pasteur lui-même a changé de femme. Apparemment, l'enfant de l'autrui est mort dans des conditions. Enfin bref, ça c'est une autre chose. C'est ça. Au Rwanda, on a fermé ça. Maintenant, comparez le Rwanda et votre pays. Ça vous dérange, on s'en fout. Mais ce n'est pas notre question, ce n'est pas la politique. Notre question, c'est ce qui se passe pratiquement. Okay? Il y a presque pas de corruption. S'il y a la corruption, on vous jette en tôle pendant 20 ans. Dans votre pays où vous priez comme ça, tout le monde est corrompu. Même ceux qui prient. Oh, ils cherchent les... En tout cas, c'est ça. Vous pouvez croire en ce que vous désirez. Ça ne nous affecte absolument pas. En Afrique du Sud, on croit au Tokolosh. Ok, Tokolosh, c'était... D'après eux, c'est un petit démon comme ça, il est court comme un enfant. Et le Tokolosh, s'il veut détruire ta vie, détruira ta vie. Et un Sud-Africain, tu essaies de le menacer avec une arme, il n'est pas intimidé. Hein. Un Sud-Africain, tu essaies de le menacer avec une arme, il n'est pas intimidé. Mais dis-lui, moi, je suis un spirituel. Je vais t'envoyer des Tokolosh. Il va te demander pardon. Encore une fois. Avant l'arrivée de ceux-là, les Noirs étaient-ils exhaustés ou pas? Les Noirs étaient-ils exaucés ou pas? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de croyances en Afrique. En Namibie, par exemple, on croit encore aujourd'hui qu'à 12-13 ans, une enfant doit être déflorée par un monsieur vieux. Ok, sinon elle n'est pas une femme, pas encore. C'est spirituel pour eux. Ce n'est que c'est un monsieur qui déflore plusieurs femmes, un seul monsieur, des milliers de femmes. Ce n'est que récemment qu'on a fait des tests de VIH de ce monsieur-là. On a découvert qu'il était positif. Donc tous ces enfants. Une personne avec qui vous avez travaillé dans le passé, dans la positivité, une personne que vous sentez être à vos côtés, vous avez une opportunité de faire autre chose ensemble dans le futur. Faudrait-il lui faire confiance à 100% ou faudrait-il continuer de vérifier? Quelqu'un avec qui vous avez dealé dans le passé, vous avez traité, c'était bien, c'était clair, c'était propre. Maintenant, il y a une possibilité que votre enfant parte dans sa ville à lui, ok, pour aller étudier. Laisserez-vous votre enfant partir, côtoyer cette personne directement? Ou faudrait-il scruter, s'assurer, encore une fois, malgré la bonne réputation, malgré ce que vous avez traversé dans le passé comme positivité, continuer à scruter et à examiner cette personne? Eh ben, écoutez, la Russie a une très belle réputation en Afrique, n'est-ce pas? Tout le monde aime la Russie, n'est-ce pas? Bon, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'Africains aiment la Russie parce que la Russie fait résistance au bully, hein, l'être menaçant, l'entité menaçante, l'entité qui pousse tout le monde, qui se force. Ok, avoir un pays tel que la Russie en capacité de pouvoir résister, de dire non, nous n'accepterons pas ceci et cela, ça fait du bien à ceux qui sont incapables de le faire, en tout cas physiquement ou en termes d'armement, n'est-ce pas? Alors c'est une raison de plus de vouloir sympathiser avec la Russie. Mais est-ce que la Russie est totalement clean? Pour l'interrogation. Eh ben écoutez, une entreprise russe est sous les feux de projecteurs en Afrique du Sud. Pourquoi? Après avoir invité des jeunes sud-africaines, des jeunes filles âgées de 18 à 22 ans pour aller travailler avec des promesses royales d'intégration, de salaire et tout le bazar. Et maintenant, on découvre que ces jeunes filles sont en effet en Russie en train de travailler dans des factories, en train d'assembler des drones Shahid originaires de l'Iran pour aller bombarder en Ukraine. Et c'est chaud entre la Russie et l'Afrique du Sud actuellement. Y a-t-il maintenant brisement de confiance pour les deux pays qui sont d'ailleurs partisans du BRICS? Depuis 2022, une entreprise russe, principalement via la zone économique spéciale, la ZES, dans la Bouga, située à Tartan, recrute des jeunes femmes sud-africaines âgées de 18 à 22 ans, notamment en Afrique du Sud et dans beaucoup de pays africains. On en parlera tout de suite. Les promesses initiales étaient simples. Évidemment, une belle vie, aller avancer, progresser, belle opportunité de travail, se faire de l'argent et tout le bazar. Le programme promettait des emplois bien rémunérés, des billets d'avion gratuits et des formations dans des domaines d'hôtellerie et construction. Donc, on promettait des travaux dans le domaine d'hôtellerie et de construction, avec possibilité de se faire payer et aussi d'avancer, d'évoluer sur le plan financier. Évidemment, pour beaucoup d'Africains, africaines en tout cas dans ce cas, de 18 à 22 ans, qui dirait non? Enfin, la grande majorité, c'est oui, c'est une belle opportunité. À l'arrivée, beaucoup des recrues, y compris des Sud-Africaines, se retrouvent affectés à des assemblages des drones kamikazes Shahid 136 utilisés par la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, souvent dans des conditions d'exploitation. C'est profond. La Russie est un partenaire pour beaucoup de pays africains actuellement et la relation est bonne jusque-là. Est-ce un détournement total? On se pose énormément de questions pour comprendre. Alors, selon plusieurs rapports, jusqu'à présent, il y a au moins 300 jeunes, y compris plusieurs Sud-Africaines, qui sont actuellement impliqués dans les factories en train d'assembler les drones. Et parmi eux, des jeunes venant d'autres pays africains. Et jusque-là, la Russie essaie d'atteindre 8000 employés en 2025 africains pour travailler. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre en Russie est un peu compliquée.
on se pose la question de savoir, est-ce de la propagande occidentale? Eh ben, écoutez, autant que nous voulions que ça le soit pour ceux qui sont amis de la Russie, ce n'est pas de la propagande du tout. C'est une réalité vraie. Donc, il y a des jeunes femmes de 18 à 22 ans, précisément 18 à 22 ans, pas les hommes, hein, pas les hommes. On veut des femmes, 18 à 22 ans, qui sont en Russie, ont été promis de vivre dans les bonnes conditions, free location, c'est-à-dire habitat gratuit, transport gratuit, un beau salaire, mais qui sont arrivés maintenant, sont en train de travailler dans l'assemblage des drones qui seront utilisés en Ukraine. L'implication de l'Afrique du Sud s'est intensifiée en 2025 avec la signature d'un accord. Ok, il y a eu accord entre Afrique du Sud et la Russie. À l'Alliance des femmes d'affaires de BRICS, présidée par Leborang Zulu, PDG du groupe AV. Cet accord a été signé avec les entreprises de Alabuga. Okay, l'objectif était simple. Fourniture de 5600 employés, 5600 travailleuses sud-africaines pour aller effectivement bosser dans les entreprises en Russie. Cette initiative, dans son contexte, était de créer de l'emploi pour des jeunes sud-africaines qui n'en ont pas. Et comme la Russie est en carence de main-d'œuvre actuellement, on pourrait s'en servir dans le cadre de BRICS, pour franchir le cap, c'est-à-dire envoyer des jeunes sud-africaines pour aller travailler en Russie, recevoir des salaires, être bien traités. En attendant, la Russie reçoit le travail ou la chose pour laquelle ces personnes ont été invitées. Mais dans cet accord, est-ce qu'il a été précisé qu'on allait assembler les drones? Parce qu'écoutez, aller travailler en Russie, c'est une chose. Mais aller travailler dans un pays dont l'objectif est de créer des armes qui iront détruire des vies. Ah, écoutez, que la Russie ait raison ou pas en ce qui concerne l'Ukraine, quand ces drones vont tomber, ça tombera sur des vies. Alors, si vous êtes en colère avec quelqu'un, êtes-vous en capacité de la tuer? Si vous êtes en capacité de la tuer, d'accord. Mais si vous n'êtes pas en capacité de la tuer, mais vous vouliez quand même un boulot, vous sentirez-vous responsable de la mort de cette personne? Je vous rappelle ici, je pense qu'il faut rappeler le fait que l'Afrique du Sud jusque-là s'est présentée comme un pays neutre dans ce conflit ukraino-russe. Alors, envoyer des enfants sud-africains pour partir en Russie et travailler dans l'assemblage de drones effacerait complètement l'ardoise de la neutralité sud-africaine dans ce conflit. Alors, les parlementaires sud-africains avec Leborang Zulu étaient partis en Russie et c'est là-bas qu'ils ont signé ce deal, cet accord. Une stratégie de recrutement ciblé. Ceci évidemment cible de jeunes venant de plusieurs pays d'Afrique, du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud, Sierra Leone, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo-Brazzaville, le Gabon. Donc plusieurs pays, les gens sont partis. Vous n'êtes peut-être pas au courant, ils vous ont dit qu'ils sont partis en Europe, mais ils sont partis en Russie pour travailler. Les campagnes ont été faites principalement sur TikTok et Instagram. On s'est servi d'influenceurs pour parler de cette opportunité. Et plusieurs jeunes qui se sont sentis touchés ont voulu participer. En effet, c'est très chaud en Afrique du Sud actuellement parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Les Sud-Africains sont très prolixes, très loquaces. Ils s'expriment, ils sont chauds actuellement, très en colère à l'égard de la Russie. Il leur a été promis des salaires de 500 à 700 $ le mois. 500 à 700 $ le mois, c'est beaucoup d'argent. C'est un salaire d'un médecin dans beaucoup de pays. D'ailleurs, plus que je suppose, dans beaucoup de pays. On leur a promis un logement gratuit, vol payé, opportunités d'études et de développement et aussi opportunités de croissance en termes de finances. Donc, on peut grandir et croître dans la société. Qui dirait non? Point d'interrogation. Alors, malheureusement, l'annonce dans sa publicité n'a pas évoqué l'aspect militaire du travail. On parlait plutôt de stages professionnels et programmes de développement de carrière. On n'a pas parlé d'aspect militaire. Alors, la question qui se posait celle-ci, est-ce une pratique trompeuse et des conditions de travail compliquées? Eh bien, moi, je pense que, à mon humble avis, M. Poutine ne peut pas être au courant de telles histoires parce que, à l'heure actuelle, il a besoin d'amitié et de correspondance, de partenariat, surtout avec l'Afrique du Sud, qui fait partie du BRICS, qui a joué un rôle très important dans la résistance, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement. Je pense que M. Poutine ne ferait pas une telle chose. Il ne voudrait pas consciemment, en tout cas, irriter un pays tel que l'Afrique du Sud, qui joue un rôle très important dans le BRICS. Alors, y a-t-il possibilité que les subalternes, peut-être, aient usé de ces opportunités pour malicieusement attirer du monde et faire ce qu'ils offrent? C'est une possibilité. Est-ce que ça veut dire que c'est une personne supérieure qui voulait vraiment que ça se passe? Ou bien il y avait peut-être du travail précis pour les Sud-Africains parce qu'ils sont perçus de manière différente des autres Africains. Mais malheureusement, au cours du dispatching, ils se sont embrouillés. C'est une possibilité aussi. Mais malheureusement, pour eux, les Sud-Africains ne se taisent pas. Ils sont pas muets comme les gens de l'Afrique centrale. Ce sont des gens qui se battent. Ils sont prêts à prendre des balles. Ils s'en foutent éperdument. Pour eux, ce n'est pas le foufou, le foutou, la danse, les remuements des fesses, c'est les insultes. Ils insultent pas. Ils viennent, ils te massacrent. Ça rigole pas là-bas.
Alors, les femmes découvrent évidemment qu'elles travaillent dans l'assemblage de drones, dont beaucoup sont contre, et aussi elles sont surveillées en permanence. Donc, il y a des caméras et des reconnaissances faciales. Vous comprenez, c'est un peu la Chine, ça devient compliqué. Et par-dessus le marché, il y a 12 heures de travail par jour. Ce n'est pas comme 8-9 heures en Afrique du Sud. 12 heures de travail, c'est beaucoup. Ils sont aussi exposés à des produits chimiques dangereux et des brûlures cutanées signalées. Vous savez, quand vous travaillez dans les drones, dans l'armement, c'est normal d'être exposé comme ça. Un salaire bien inférieur à ce qui a été promis. On leur a promis de l'argent, mais pendant les paiements, on leur dit, écoutez, il y a eu déduction à cause du logement et aussi les cours de russe. Okay, voilà l'argent qu'on vous a promis, mais monsieur, l'argent n'est pas suffisant. Mais écoutez, il y a eu déduction pour le logement et les cours de russe. Mais bon, quand on fait la promotion de cet emploi, on n'a pas signalé qu'il y aurait déduction d'argent en ce qui concerne les cours de russe et le logement. On a dit que le logement était gratuit. Certaines femmes parlent de pièges, évoquant des clauses de confidentialité et interdiction de départ, et un isolement total. C'est-à-dire pièges, elles se sentent piégées, et beaucoup disent même regretter être parties en Russie. Une jeune femme qui dit « Je maudis le jour où j'ai commencé à fabriquer ces choses ». Le 22 août 2025, le ministère sud-africain de Relations internationales a lancé une enquête sur les pratiques des recrutements russes, afin de déterminer s'il y a eu fraude ou trafic d'êtres humains. Donc, ils sont en train d'investiguer ce qu'ont fait les Russes. Est-ce qu'il y a eu trafic d'humains, fraude, c'est-à-dire vous avez menti, vous avez donné des informations qui ne sont pas correctes. Et cela, évidemment, risquerait de créer des tensions entre les Sud-Africains et les Russes. Ce n'est pas la première fois, évidemment. Je sais, beaucoup, vous n'êtes pas informés. Des fois, on devient tellement fanatique d'une entité qu'on devient aveugle. Il ne faut pas être aveugle dans la vie. Il faut poser les questions. C'est très important. Il faut pas dire je pensais que tu étais intelligent à toute personne qui réfléchit au-delà de votre réflexion. C'est ça les Africains. Quand quelqu'un réfléchit au-delà de tes réflexions, je pensais que tu étais intelligent. C'est-à-dire qu'il a fouillé. Il ne réfléchit plus comme toi. Quand quelqu'un réfléchit comme toi, il dit il est très intelligent. Quand il commence à réfléchir hors de je pensais qu'il était intelligent. Donc c'est toi qui c'est ton père qui donne les qualifications de l'intelligence malade là comme ça. C'est un peu comme quand vous conduisez en voiture. Toute personne qui conduit plus vite que vous est malade. C'est un fou ce monsieur. Comment est-ce qu'il parle aussi vite? Voilà. Et une personne qui conduit plus lentement que vous le trouvez un amateur. L'homme de la conduite, c'est vous. C'est vous le conducteur parfait. C'est ça, vous avez remarqué ça? Interpol enquête sur un réseau de traite en Afrique australe, notamment au Botswana. Le Botswana aussi est un fait vrai. Beaucoup de gens ont été recrutés au Botswana. Ils sont partis faire le travail là-bas, mais ce n'était pas tout à fait ce qui a été promis. Alors, évidemment, comme je le disais, est-ce que M. Poutine est informé? Pour l'interrogation, ce qui est évident est que les autorités sud-africaines ont contacté les autorités nécessaires. Ils vont se rencontrer pour avoir une discussion sérieuse. Ce qui est important à retenir ici est ceci. Dans votre pays, en Afrique, généralement, on s'en fout de vous. Ok? Pas en Afrique du Sud. Ils se foutent pas de leur peuple, leur population. Même un seul ne restera pas derrière. Vous êtes quel genre de pays? Vous appartenez à une république bananière. Retrouvez-vous dans un pays étranger en difficulté. Posez-vous la question, est-ce que l'ambassade ou le consulat enverra quelqu'un pour aller m'assister? La réponse vous dira tout. Vous savoir si vous appartenez à une république bananière. Posez-vous la question savoir. En cas de difficulté ici, je suis en Thaïlande. Est-ce que l'ambassade va envoyer quelqu'un immédiatement dans les 30 minutes qui suivent? La réponse est claire. Il n'y a même pas de discussion. Dans les républiques bananières, vous verrez généralement des généraux en voiture dans les... Pourquoi vous voyez un général, il fait quoi dans la roue? Le général, il fait quoi? Les généraux sont dans la caserne. Qu'est-ce qu'il fait dans république bananière? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Poutine est au courant? Dans l'effort de guerre, réunir des gens, tout compte. Donc, tous les mains sont nécessaires. On a fait venir des Africains de 18 à 22 ans, espérant qu'elles soient faibles et vulnérables. Et malheureusement pour eux, ils ont compris, réalisé plutôt que les Sud-Africains ne sont pas muettes comme les autres Africains. Ce sont les gens qui s'expriment, mais ils sont prêts à se battre. Vous pensez que M. Poutine est au courant ou pas? Faites-moi savoir. God bless.